Je parle ici à la vie des chrétiens de la société. Et en particulier au problème que constitue le fait de travailler, d'avoir à exercer une activité salariée, d'être pris dans des logiques d'entreprise, d'organisation. Si on ne s'attaque pas à ça, et si on ne guérit pas ça, on peut avoir le sentiment, et y compris si vous partez et vous allez partir heureux de cette session, on peut avoir le sentiment d'une sorte de parenthèse spirituelle, mais en fait on va retrouver les bons vieux problèmes de la bonne vieille vie quotidienne qui n'ont, je ne dis pas rien à voir avec ce qui était dit, qui ont beaucoup à voir avec ce qui était dit, mais qui adressent d'autres problèmes, le travail, la vie trépidante de l'activité de tous les jours. Voilà pourquoi il a semblé important aux organisateurs de ce parcours, et je pense que de cette session, et je pense que c'est très sage de prendre ensemble un moment, une heure, pour réfléchir aussi à ce que signifie travailler, ou plus exactement, puisque le thème de la session c'est subir ou choisir sa vie, ce que signifie aujourd'hui subir ou choisir son travail. Alors un peu plus largement que ça, subir ou choisir la vie économique. Donc voilà, je vais aborder ce thème, et je voudrais dire aussi en préalable qu'il ne s'adresse pas aux personnes qui travailleraient et enfin exercent une activité salariée à l'exclusion de celles qui n'exercent pas d'activité salariée. Toute activité est concernée par ce qu'on va se dire, et je me permets de rappeler que l'activité la plus importante dans une société, c'est le fait d'élever des enfants, qu'elles soient salariées ou pas. C'est le fait d'élever des enfants. Et que la vie professionnelle est au service de cette activité fondamentale hein, que permet la cellule familiale. Donc, on va se dire s'adresse aussi aux personnes qui n'exercent pas l'activité salariée, mais aussi aux personnes qui sont amenées, par leur âge, leur situation, à donner des conseils à ceux qui sont dans cette fameuse vie trépidante du travail. Et qui peuvent, en prenant du recul, en y réfléchissant, aussi porter, je ne dis pas un jugement, mais en tout cas des éléments de discernement pour éviter les dérives dont je vais parler, et surtout pour proposer quelques solutions, ce qui sera l'essentiel de mon intervention. Il y a 60 ans, Georges Bernanos, vous savez, ce grand écrivain catholique, en 1947, a fait une série de conférences, c'est juste après la guerre, et il les avait intitulées « La liberté, pourquoi faire ?» J'aime beaucoup ce titre, « La liberté, pourquoi faire ?» Et il disait à ses compatriotes qui sortaient de la guerre, qui étaient dans une situation économique très difficile, « Nous avons gagné la liberté politique, mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» Et je vous invite à lire le recueil de conférences a été publié en livre de poche, chez Folio, pour faire de la publicité, Gallimard. Je vous invite à lire ces conférences magnifiques où il anticipe des problèmes qui peuvent se poser à une société libérale au sens voyez, qui met la liberté de l'individu au centre de tout. Il dit attention, nous avons gagné la liberté politique, mais il est possible que si on n'y prend pas garde, nous tombions dans l'asservissement économique ou l'asservissement à l'économique. 60 ans plus tard, si vous relisez ces textes, force est de constater qu'il n'avait pas tort, et même d'une certaine façon, c'est le génie de Bernanos, il a décrit la société dans laquelle nous vivons de manière prophétique. Parce que 60 ans plus tard, on peut dire que c'est vrai que, en tout cas en Occident, on peut toujours évidemment considérer qu'on n'est jamais assez libre politiquement. Enfin, on peut dire que nous vivons dans un espace politique de liberté. On peut dire que nous vivons dans un espace de liberté morale. Est-ce que nous vivons dans un espace de liberté économique ? Ou plutôt, est-ce que tout ce que nous avons gagné en liberté politique, tout ce que nous appelons liberté morale, en fait, n'est pas totalement contraint, déterminé et d'une certaine façon asservi par les contraintes économiques. Vous pensez bien que si je vous pose la question, c'est que je pense que la réponse est oui. Et s'il y a ici une majorité qui se dégage pour dire la réponse est non,
j'arrête le topo et nous allons prendre un verre ensemble. Collectivement, ça va faire beaucoup, mais je pense que nous vivons tous des activités, une vie, une organisation sociale qui est tellement déterminée par l'économique, tellement déterminée par le rendement, tellement déterminée par la productivité, que c'est ça qui fait le sens de notre société, et un sens dont on ne voit pas toujours le sens, précisément. Voilà pourquoi, 60 ans après Bernanos, ça vaut la peine de se poser la question, la liberté, peut-être pas pourquoi faire, mais comment faire ? La liberté, comment faire aujourd'hui, compte tenu de cette contrainte sociale que fait porter l'économie sur nous tous collectivement et sur chacun d'entre nous. Alors, ce que je vous propose, comme je suis proche, j'annonce les plans, vous savez, et puis je sais que ça aide quand on prend des notes, je vais traiter ça en 2 temps. Première partie, je vais faire un constat objectif, dans lequel vous allez vous retrouver ou pas, mais j'espère que dans les descriptions que je vais faire de cette contrainte économique sur notre vie quotidienne, vous allez trouver quelques-uns de nos comportements. Mais on ne va pas plomber la matinée avec le constat sombre. Nous sommes dans l'espérance. Je vis dans l'espérance et dans la joie, donc je suis absolument optimiste pour l'avenir. Enfin, optimiste, c'est pas le bon mot. Dans l'espérance pour l'avenir. Il va se passer des choses formidables. Vous voyez, ne vous attendez pas à un discours mortifère, en disant c'est affreux ce qui se passe. C'est merveilleux ce qui va se passer. C'est ça qui m'intéresse. Et justement, dans un second temps, je vous proposerai quelques pistes pour nous libérer de cette contrainte, pour agir dans un monde qui nous appartient, un monde qui est à nous, un monde que nous aimons, que nous avons à aimer, que nous avons à construire, mais en étant libres vis-à-vis de l'économique, et donc en particulier du travail. Pour ne blesser personne, il est possible, vous savez, que quand on fait un topo devant une foule importante, on dise des choses qui puissent blesser, donc je vous le dis par anticipation, vous pouvez venir me voir à la fin et me dire, vous m'avez blessé sur ce point, pour telle raison. D'abord, ça m'aide à grandir, à le comprendre, et puis ça nous permet éventuellement de nous réconcilier, ce qui est quand même la moindre des choses à part le monial. Et puis aussi, pour être à l'aise, ce que je vais vous dire, je me le dis à moi-même. Et quand j'ai préparé ce topo, j'ai jeté quelques notes. C'est à moi que je m'adressais d'abord. Hein. Ne vous attendez pas à une sorte de sermon dans le mauvais sens du terme. Hein. Moralisateur ou ne sais quoi. Nous sommes dans la vie active. Nous accompagnons des personnes qui sont dans la vie active. Nous avons à nous dire des choses. Alors je vais commencer donc par ce constat. Constat de crise, enfin pas de crise, mais de mise en cause de notre liberté individuelle dans un monde qui paradoxalement ne parle que de liberté individuelle. On est supposé pouvoir tout faire. Et quand, en fin de journée, si vous faites ce petit exercice concret, parce qu'on peut tout faire, très bien, soyons objectifs. En fin de journée, regardons ce que nous avons fait d'autonome, enfin, décidé de manière totalement libre. Je ne sais pas si vous faites cet exercice, il serait déprimant si on le faisait tous les jours. Parce qu'évidemment, nous sommes dans des contraintes, et notamment de travail, et contraintes économiques, de temps de travail, de rendement, je le disais, hein, de tension. Alors, le constat, je vais le décrire en 2 temps. Rappeler pourquoi, finalement, nous sommes entrés dans cette grande asservissement par l'économique. Et dans un second temps, je vais décrire 2 manières de s'en sortir, courantes, qui sont 2 manières erronées, avant de passer à mon 2e point, où on essaiera de voir s'il y a des manières plus justes. Donc, premier point de ce constat, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point nous sommes dans une société fataliste. Très souvent, on dit, je ne sais pas, au Moyen-Âge, les sous-développés, vous savez, les gens qui n'ont pas notre niveau de développement culturel, sont fatalistes. Ils croient que le destin les mène, que certains disent même Dieu l'a voulu, ou bien les dieux l'ont voulu, ou bien c'est la nature, c'est comme ça. Mais quand on regarde notre société, je crois qu'il n'y a pas plus fataliste que la société occidentale aujourd'hui. Sauf que c'est le fatalisme économique qui remplace tout. Dès qu'il y a un problème, on dit oui, mais ça, ce sont les lois de l'économie. Bon, on n'y peut pas grand-chose. Il faut bien s'ajuster à l'international, à la globalisation.
Il faut bien s'ajuster à la concurrence. Il faut bien s'ajuster à ceci. À la fin, il faut s'ajuster tellement à tout que... on se demande d'ailleurs pourquoi on paye les managers, parce que je suis dans l'école de management, je suis manager moi-même, mais on finit par se demander s'il faut s'ajuster à tout. C'est une sorte de fatalisme général. Où est la liberté? Où est la création? Où est l'acte fondateur de l'homme qui est de créer son environnement? Et je vous invite à le faire si vous avez ce petit exercice de lecture diagonalisée de la presse, notamment par l'économique, de la presse qui porte sur l'économique. Et je suis sûr que vous serez stupéfait du ton, du discours systématiquement fataliste. Il y a des lois. Même aujourd'hui, peut-être plus que jamais en temps de crise, tout se passe comme si, finalement, c'est arrivé, on n'y pouvait pas grand-chose. Alors, il y a eu des gens qui ont mal agi, mais tout ça, c'est dans les grandes lois que personne ne comprend. D'ailleurs, personne ne les a compris, personne ne semble toujours les comprendre. Sur cet engrenage général dans lequel nous sommes embarqués. Et si bien que pour chacun d'entre nous, à titre individuel, et surtout collectivement, le grand discours politique, c'est accompagner ce qui se passe. C'est remettre les choses en ordre, mais dans une sorte de courant qui nous dépasserait. On peut pressentir que ça, c'est pas fondateur de la liberté. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais je vous le dis en 2 mots, c'est très facile à comprendre. Lorsqu'il n'y a pas de référence à un bien commun, collectif commun, un bien commun, un bien collectif, chacun cherche son bien, et on laisse faire. C'est très compliqué à chercher son bien, à chercher ce qui est bon pour soi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On imite son voisin. Et on se dit, si lui fait ça, c'est peut-être bien. Ou bien on cherche, il n'y a pas de valeur commune, donc on se cherche des comportements qui semblent bons. Et donc on se met à s'imiter mutuellement. Et puis plus que ça, on se dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je pense que les gens vont agir comme ça, donc moi je vais agir en fonction de ce que les gens vont faire. Je pense que tout le monde va aller sur le marché du travail dans tel domaine, alors moi aussi je vais aller dans tel domaine. Puisque tout le monde y va, on vient de finir les concours d'entrée dans mon école, tout le monde va aller justement là où tout le monde veut aller. On pourrait dire, justement, je me différencie, je vais chercher par rapport à mes compétences quelque chose de différent. Comme ça, j'exploite justement mes talents, parabole des talents. Non, puisque tout le monde veut faire de la finance de marché pendant longtemps, tout le monde va aller à la finance de marché, évidemment. Aujourd'hui, il y a un petit blocage. Maintenant, tout le monde veut faire de la responsabilité sociale d'entreprise. Bon. Et c'est très étonnant de voir, moi je fais ma thèse de doctorat là-dessus, je vous l'enverrai si vous m'envoyez un mail, mais il y a 20 ans, l'économie, c'est d'abord un phénomène mimétique. C'est d'abord un phénomène mimétique. On s'imite, et en s'imitant tous, on finit par constituer des certitudes, ce qu'on appelle des conventions, des savoirs communs. Pour dire que c'est très compréhensible pour chacun, le grand économiste Keynes donnait cet exemple. Si vous pensez que l'action d'une entreprise va monter, parce que vous trouvez que cette entreprise est bonne. Seulement, vous voyez que sur le marché, vous êtes le marché, tout le monde pense qu'elle va baisser. Là, vous avez intérêt à vendre le plus vite possible. Oui, parce que comme elle va baisser, autant la vendre maintenant. Même si vous pensez qu'elle va monter, vous vendez. Et quand vous vendez, vous faites baisser, justement. On peut même imaginer que tout le monde ici pense que l'action va monter, mais comme tout le monde ici pense que les autres pensent qu'elle va baisser, tout le monde vend et elle baisse. Et les marchés, ce qu'on appelle les bulles spéculatives sur les marchés, immobiliers, les marchés fonctionnent comme ça. Donc vous voyez, le phénomène économique est fondamentalement un phénomène mimétique d'imitation, lorsqu'on ne fait pas référence à un bien commun. C'est très important pour nous, chrétiens, je vais le dire dans la seconde partie, de le rappeler, parce que ce que je dis là, je ne le dis pas du point de vue chrétien, je le dis du point de vue économique. Il y a beaucoup de travaux en économie qui expliquent ça, et qui expliquent la crise actuelle de cette façon-là, par grossissement des investissements dans le même domaine, et à un moment donné, ça s'appelle des bulles et ça éclate. Donc, ce fatalisme, premier point, notre société est fataliste. On dirait qu'il y a des lois dans l'économie, on ne peut pas y échapper. Et en plus, ces lois, c'est nous-mêmes qui les créons. Parce que comme on s'imite mutuellement, on crée, vous voyez, les conditions qui font que nous sommes obligés de suivre les mêmes choses.